Bonsoir à tous, j'espère que ça va bien. C'est le dernier débrief de cette année 2024, riche en émotions. Et pour ce dernier match de l'Olympique Lyonnais en 2024, l'Olympique Lyonnais a gagné le foot dans la difficulté contre Feigny-Aulnois en 32e finale de Coupe de France. L'OL est donc qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France qui se joueront l'année prochaine. Bienvenue à vous, j'espère que ça va bien. Merci d'être fidèle à cette émission, ce débrief qui a maintenant bientôt 3 ans. Qui aura 3 ans l'année prochaine. On va débriefer ensemble ce match et faire un petit bilan de la première partie de saison de l'OL, un bilan globalement positif, puisque l'OL s'en sort avec une qualification en Europa League, une qualification en Coupe de France et une 5e place à portée de tir du podium, ce qui est plus ou moins inespéré quand on voyait l'état de l'Olympique Lyonnais en début de saison. Mais là n'est pas le sujet, puisqu'on va d'abord parler de cette rencontre de Coupe de France contre une équipe de 4e division, match disputé à Valenciennes au stade du Hainaut, et match très très compliqué pour l'Olympique Lyonnais qui a eu toutes les peines du monde à se débarrasser de cette équipe valeureuse, faut le dire. On va commencer avec un petit mot pour l'équipe adverse. Un très 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 bon match de l'équipe de Feigny-Aulnois, avec notamment un secteur offensif brillant. Je pense notamment à Abedou qui a été monstrueux, et il n'en a pas fallu grand chose pour que l'OL se retrouve embourbé dans un match très compliqué. Ce match, comment s'est-il déroulé ? Déjà, beaucoup de turnover au coup d'envoi, puisque Pierre Sage avait choisi de faire changer environ 5 ou 6 joueurs. Un 4-3-3 avec un milieu de terrain qui avait pour but d'essayer de ressusciter Maxence Cacrès. Spoiler, ça n'a pas réussi. On avait Abner, on avait Koumbedi, on avait Tessman et on avait Saïd Benrahma aussi sur le côté droit de l'attaque. Turnover qui n'a pas forcément réussi à l'OL, puisque la première période a été très 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 laborieuse, notamment pour 2 joueurs qui ont passé un match assez calamiteux, Maxence Cacrès et Moussa Niakhaté, qui ont été très 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 en dessous pendant toute la rencontre, enfin pendant une mi-temps pour Cacrès puisqu'il a été remplacé à la mi-temps. On a eu une première mauvaise nouvelle avec la sortie de Corentin Tolisso sur blessure, remplacé par Jordan Vertou, qui lui aussi a fait un match absolument abominable. Visiblement, ça va pour Corentin Tolisso. C'est rien de grave, c'est une petite alerte. Plus de peur que de mal. Dans ce match, dans lequel on a eu vraiment un faux rythme, c'était très compliqué pendant pas mal de temps. On a quand même attendu pas mal de temps que l'OL se mette en route, même toute la première période, et on a plutôt été soulagé quand à la 44e minute, Saïd Benrahma a tiré un coup franc à 25 mètres et allait trouver la lucarne. C'est le but qui a un peu soulagé tout le monde, parce que revenir au vestiaire à 0-0 contre cette équipe de Feigny-Aulnois qui avait vraiment les crocs, j'aurais pas été très rassuré. L'OL est resté à 1-0 pendant longtemps, très longtemps même, a beaucoup subi, la faute à effectivement à Moussa Niakhaté qui a été vraiment pas bon, mais surtout des joueurs de Feigny-Aulnois qui étaient excellents, vraiment excellents. On a eu toutes les peines du monde à ce que ça aille mieux au niveau du milieu de terrain. La deuxième mi-temps a été moins laborieuse que la première parce que Maxence Cacrès est sorti, remplacé par Ryan Cherki. Et derrière, on a eu la délivrance par Georges Mikotadze à la 88e minute, un but de finisseur. Là encore, attention, on sent une petite transition qui s'amorce, on en avait parlé. La comparaison du match de Lacazette avec celui de Mikotadze fait mal ce soir. Derrière, réduction du score par Koubemba d'une superbe frappe sur laquelle Rémi Descamps a un placement absolument cadamiteux, et Niakhaté se fait encore avoir. Voilà, un match remporté 2-1 par l'Olympique Lyonnais, mais c'était pas terrible du tout. C'était pas terrible du tout. Dans le jeu, dans l'impact, dans l'envie, dans la tactique, c'était pas un bon match. On retiendra que le résultat, parce qu'on n'attend pas des matchs de Coupe de France à l'extérieur contre des petites équipes, que ce soit le Barça 90, mais quand même, beaucoup de joueurs ont eu une possibilité de se montrer. Benrahma l'a fait, Tessman a été plutôt intéressant dans la globalité de la rencontre. Par contre, pour ce qui est de Abner, de Koumbedi et de Cacrès, oulala les amis, oulala. Même Ryan Cherki dans l'absolu n'a pas été bon. Son entrée à la mi-temps, elle a rééquilibré l'équipe. On est passé en 4-2-3-1, c'était un peu mieux. Moi, je n'ai pas aimé du tout l'attitude de Ryan Cherki sur le terrain, qui s'est comporté comme s'il était en réserve. Et je trouve ça pas bien, surtout quand on a une équipe en face qui montre les crocs et qui aurait pu les montrer de façon beaucoup plus féroce là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part ça ? Le coup franc, il est magnifique. Donc voilà, on a parlé en avant-live de Saïd Benrahma. Saïd Benrahma fait partie des joueurs sur la liste pour s'en aller.
Malheureusement, quand on fait le calcul de valeur marchande, salaire et de perte sportive, Saïd Benrahma est le joueur le plus intéressant à vendre, mais ce sera presque un peu dommage parce qu'il commence à apporter de plus en plus dans le jeu, dans le turnover, et malheureusement, il n'y a pas de place pour lui dans un 11 type dans cette équipe de l'OL, puisque les joueurs offensifs à sa place sont plus performants. Mais au moins, il terminera bien potentiellement son aventure avec l'Olympique Lyonnais. Voilà, un très beau coup franc. Il revient un petit peu en bonne grâce. Et on va espérer pour Saïd Benrahma qu'il y ait des offres intéressantes pour la suite. Qu'est-ce que j'ai noté de plus ? Quand même, Mikotadze. Si on doit tirer certaines satisfactions de ce match, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. La satisfaction, c'est Benrahma, on vient de le dire. C'est l'entrée de Mikotadze qui rentre et qui est encore décisif avec un but de vrai renard. Les quelques petites minutes de Enzo Molébé qui se fait tout doucement un petit chemin dans l'équipe première. Mata, encore une fois, fiable. C'est peut-être le seul qui était à son niveau sur ce match avec Saïd Benrahma. Et Tessman, que moi j'ai trouvé sobre, mais assez intéressant. Je crois qu'il a eu 9 ballons récupérés sur la totalité du match, qui était le record, sur un match cette saison en tout cas, et qui lui aussi, petit à petit, prend du galon, tout doucement, sans être flamboyant. Mais je pense qu'on a besoin de joueurs comme Tessman qui sont capables de remplacer au pied levé des titulaires comme Matic, sans que ce soit non plus des monstres au crack. Il aurait dû faire jouer Omari. Oui, c'est la question. C'est la question puisqu'on a eu un match. Moi, j'ai plusieurs conclusions sur ce match, même si c'est difficile de tirer des conclusions sur un match de Coupe de France. La première, c'est que je pense qu'on a vu le dernier match de Maxence Cacrès sous le maillot de l'Olympique Lyonnais et que je suis plus en colère en vrai. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet pour la suite de carrière de Maxence Cacrès parce que Pierre Sage en avait parlé en conférence de presse. Il a dit c'est un match que je donne plus ou moins à Maxence Cacrès pour essayer de revenir d'entre les morts. Et malheureusement, c'est encore un match absolument affreux. Mais vraiment affreux de Maxence Cacrès. Il n'y a vraiment plus rien dans Maxence Cacrès en termes de football. Et on est sur une descente aux enfers qui est terrible et qui fait beaucoup de peine. Très franchement, ça me fait de la peine pour lui. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est dans la tête, dans les pieds, dans le corps. Mais on est vraiment sur un abandon du foot de la part de Maxence Cacrès. Et c'est terrible à voir. Ça me rappelle un peu Vincent Cosiello, qui avait été immense avec Nice il y a une dizaine d'années et qui est tombé totalement aux enfers jusqu'à arriver dans les profondeurs du championnat allemand. J'espère sincèrement pour Maxence Cacrès qu'il saura à un moment donné retrouver sa superbe. Je ne pense pas que ce sera du côté de l'Olympique Lyonnais parce que je pense que c'est terminé. L'histoire de Maxence Cacrès avec l'Olympique Lyonnais me semble terminée. Le problème étant que Maxence Cacrès, il lui reste encore 2 ans et demi de contrat et qu'il a un salaire exorbitant et que donc je pense que ce salaire et le niveau affiché de Maxence Cacrès depuis maintenant plus d'1 an empêchera les prétendants de se manifester à moins qu'on réussisse un miracle avec des compiles YouTube et un club pas très malin, je sais pas, par exemple un club turc, on a bien réussi à refourguer Léo Dubois, peut-être que c'est possible avec Maxence Cacrès, mais tout ça est quand même terriblement inquiétant pour Maxence Cacrès, que même contre une équipe de N2, sur une pelouse qui était certes pas top, mais c'est pas la scandale du siècle non plus, je vois pas aujourd'hui des perspectives de Maxence Cacrès. Dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais, il est le 6e ou 7e choix au milieu de terrain. Et encore, c'est parce qu'il n'y a pas Johan Le Penant. On est tout au fond. Je ne sais pas ce qu'il faut. Et si on doit trouver des clubs qui pourraient accueillir Maxence Cacrès, je ne sais vraiment pas aujourd'hui quel club irait mettre 200, 300 000 euros de salaire mensuel sur Maxence Cacrès. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est un cas qui est très, très, très épineux. Très, très épineux. Cacrès, ce sera le Kurzawa lyonnais, j'en ai bien peur. C'est problématique, c'est vraiment très très problématique, parce qu'il est jeune encore, Maxence Cacrès, mais quelles sont les perspectives ? Je ne sais pas. En tout cas, je lui souhaite sincèrement de se relancer quelque part ailleurs où il puisse retrouver son football, comme a pu essayer de le faire Oussem Aouar, malheureusement pas avec succès, ou Jeffrey Adelaide dans un contexte différent, malheureusement pas avec succès non plus. Mais voilà, pour une sortie officielle, on pourra remercier Maxence Cacrès pour les quelques années de très haut niveau et le Final 8. Malheureusement, la fin de l'histoire, c'est en eau de boudin, hein, c'est terrible. L'autre conclusion de ce match, et même de cette première partie de saison, c'est que j'ai des doutes, de sérieux doutes, sur Moussa Niakhaté.
Et ça me chagrine parce que j'aime beaucoup le personnage, le garçon a l'air absolument sympathique, mais je suis pas du tout convaincu par Moussa Niakhaté. Ce match-là, il est terrible parce qu'en face, c'est quand même une équipe de Division 4 et il y a une lenteur dans l'intervention de Moussa Niakhaté et il y a une incapacité quand même à couvrir ce qu'il doit couvrir qui m'inquiète beaucoup. Il n'est pas aidé ce soir par Abner, qui est pas bon, qui est simplement pas bon. Mais il va falloir faire plus Moussa Niakhaté, beaucoup plus. Je vous rappelle que Niakhaté, on parle d'un joueur qui a 28 ans, c'est pas un petit jeune, hein. Warmed Omari, à comparer à Niakhaté, est un petit jeune, hein. Il a 23 ou 24 ans. Moussa Niakhaté, c'est un joueur qui est venu pour être titulaire. Alors on sait que le montant du transfert est largement supérieur à ce qu'il vaut pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais ça va pas. Ça va pas. Aujourd'hui, le grand chantier de l'Olympique Lyonnais, en dehors du chantier financier, il est du côté de la défense centrale. Keita Tsar, ça ne va pas. Niakhaté, c'est moyen. Omari, il est en prêt et on sait très bien que c'est compliqué aussi. On a le retour d'Adrielson, mais on sait qu'Adrielson, logiquement, devrait prendre sa valise et aller loin de l'OL. Qu'est-ce qui va se passer sur la seconde partie de saison? Comment est-ce qu'on va s'en sortir en défense centrale? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va voir, je pense malheureusement à très court terme, que les départs de Ndiaye et de Sarr vont faire très très mal à cette équipe lyonnaise à moyen terme, puisqu'il va falloir trouver des joueurs qui ont le niveau pour être titulaires en Ligue 1. Je vous dis pas que Niakhaté et Keita Tsar n'ont pas, mais si on doit viser la Ligue des Champions et si par miracle, même pas par miracle, parce que théoriquement c'est toujours jouable, hein, si l'OL va en Ligue des Champions, ça va pas passer, Keita Tsar Niakhaté. Ça, je peux vous le dire, ça va pas passer. Donc, est-ce qu'il va falloir débourser encore 20 patates pour avoir un défenseur potable alors qu'on avait du Sarr ou du Ndiaye qui était sur l'autoroute pour le faire? Je ne sais pas. Voilà. Il y a un petit décès à Strasbourg. Bah oui, malheureusement, voilà. Voilà les deux conclusions qu'on peut avoir là-dessus. Et avant de se projeter sur les notes, pour le petit bilan rapide, on est quand même sur un bilan satisfaisant de cette première partie de saison, un bilan encore plus satisfaisant si on prend la globalité de l'année 2024. Attention cependant, c'est un bilan satisfaisant au regard de l'année passée. Est-ce que c'est satisfaisant au regard de ce que doit être l'Olympique Lyonnais? Oui et non. Parce que être qualifié en Europa League, c'est la normalité pour un club comme l'OL. Passer les 32e de finale, encore heureux. Et être 5e en Ligue 1, c'est en dessous des objectifs qui doivent être ceux de l'OL. Donc, à qui la faute? La faute aux années de médiocrité du passé qui font qu'on ne peut pas être totalement exigeant avec l'OL. Mais attention, si l'OL finit 5e en fin de saison, ce ne sera pas satisfaisant. Donc, l'OL va terminer cette année 2024 avec un certain nombre de satisfactions et surtout des motifs d'espoir et un 11 type qui tourne plutôt pas trop mal. Mais attention, parce que les objectifs pour le début d'année 2025, ils sont élevés. Il va falloir aller chercher ce top 4, il va falloir aller chercher Lille, il va falloir aller chercher Marseille. Et aujourd'hui, ça va être dur parce que l'OL n'est pas totalement armé pour ça. Donc, satisfaction pour Pierre Sage, qui est entraîneur depuis maintenant 1 an à peine et qui a quand même réussi à dépatouiller cette équipe des enfers. Satisfaction d'un certain nombre de joueurs du 11, que ce soit Malik Fofana, Georges Mikotadze qui s'avère être quand même une recrue en or pour le prix qu'on a payé, Ryan Cherki qui revient d'entre les morts. Il y a quand même beaucoup de satisfaction. Corentin Tolisso, on l'a pas cité. Attention, parce qu'il va falloir continuer à faire aussi bien l'an prochain si ce n'est mieux. Et attention également au mercato d'hiver. On en a parlé. L'OL a la possibilité de s'en sortir pas trop mal au mercato d'hiver en vendant tous les joueurs qui ne sont pas essentiels au 11 de départ. On sait que l'OL doit chercher 70-80 millions sur le marché des transferts. Si l'OL réussit à vendre Nuama, Benrahma, Orban, Diawara, Koumbedi et par miracle Maxence Cacrès, ça fera 6 joueurs vendus. On peut aller les titiller, ces 80 patates. Et à ce moment-là, l'OL réussira à souder son 11 de départ sans trop de changements. Et si l'OL s'en sort au mercato d'hiver sans avoir à vendre Cherki ou Fofana, ce sera la plus grande victoire de sa saison en attendant les résultats de fin de saison. Donc attention, le plus dur n'est pas encore passé. L'OL a fait ce qu'il devait faire sur cette première partie de saison pour ne pas être mort, tout simplement. Attention, on rentre dans une période de tous les dangers où peut-être que le 31 janvier, on n'aura plus Fofana, on n'aura plus Cherki, et à ce moment-là,
tout le courage du monde pour aller chercher la qualification en Ligue des Champions. Donc voilà, attention, les turbulences, ça commence maintenant. Et il va falloir être fort et solide sur ses appuis puisque la saison reprendra très vite, contrairement à l'an dernier. Elle reprendra le 4 janvier contre Montpellier. Et il faudra être fort. Heureusement pour nous, on commencera l'année contre Montpellier qui est au bout du rouleau. Là, c'est plus le rouleau, c'est le bout de carton à la fin du rouleau. Ils sont dans une situation terrible. Montpellier, ils ont perdu, pour ceux qui n'ont pas suivi, 4-0 contre le Puy-en-Velay. Ils se sont fait massacrer en Coupe de France. Il va y avoir du changement du côté de Montpellier. Ce serait quand même dommage que l'OL soit l'équipe qui les relance. Voilà, c'est globalement la conclusion que j'ai moi sur cette première partie de saison. Je vous ai pas fait la moyenne des notes, je vous la sortirai à un moment donné sur les réseaux sociaux, je pense que j'ai pas eu le temps de le faire, je suis vraiment désolé. Mais on va quand même faire les notes. Vous ne pouvez pas malheureusement noter ce match-là parce que tout est automatisé et ça ne prend pas en compte la Coupe de France, mais on va noter ensemble du coup. On va noter ensemble ce match, laissez-moi juste le temps de vous afficher ça. Hop, voilà. Alors, la compo de ce soir, on a commencé par Rémi Descamps au but. Rémi Descamps, combien on va lui mettre ce soir Rémi Descamps? C'est quand même pas un bon match. Descamps, pas très rassurant quand même. Hein. Retour de Paint. Non, c'est Photoshop. Mais oui, on est de retour sur... Ça n'a pas été un bon match de Descamps. On comprend pourquoi il est numéro 2. Le but encaissé par l'OL, son placement, il est vraiment pas bon. Vraiment pas bon du tout. C'est pas ça qui va permettre à Rémi Descamps de se positionner en numéro 1 bis. Hein. Donc oui, 3. En plus, il y a un péno qui aurait pu tomber quand même. Hein. Il y a quand même un péno qui aurait pu tomber là-dessus. Niakate, on va commencer d'abord par Koumbedi. Koumbedi, je sais pas trop comment le noter. Je l'ai trouvé très neutre. Très neutre Koumbedi ce soir, pas affreux mais pas non plus très intéressant. Ouais, on est sur un 4 bien tassé je pense, hein. C'est même gentil je pense. Ouais, on va mettre 4, hein. C'est quand même pas un bon match de l'OL malgré la victoire. C'est quand même pas un bon match de l'OL du tout. De l'autre côté, Abner, je l'ai trouvé vraiment pas bon du tout non plus. Je pense que le mauvais match de Niakate est aussi dû à un Abner qui est très moyen. Attention aussi, on a parlé du mercato. Je vous rappelle que Nicolas Tagliafico est en fin de contrat. Attention à un départ de Nicolas Tagliafico cet été, ça peut faire très mal. Hein. Très mal. Abner, c'est 3. La défense centrale, c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est Manhattan Kaboul. D'un côté, on a Clinton Mata qui a fait un bon match, qui a été fiable. Et je pense que je vais laisser le 6 et je ne vais pas le toucher parce que je trouve que Mata est quand même une valeur sûre de cette défense centrale. Et c'est dur pour lui parce qu'il est un peu baladé de tous les côtés. Mais Mata est le seul joueur vraiment fiable de cette défense puisque Keita Tsar ça va pas et Niakate ça va pas du tout. Ce soir c'est un match vraiment affreux. Il n'y a pas d'excuse pour Niakate pour être aussi mauvais face à une équipe de 4ème division. Je suis vraiment pas content du tout, Niakate. Je suis vraiment pas content du tout. Ouais, on va être généreux, on va mettre 2,5, mais vraiment pas content du tout du match de Niakate ce soir. Au niveau du milieu de terrain, alors je n'ai pas Cherki, hein, j'ai pas rajouté Cherki. On va commencer par Tessman parce que je trouve que c'est un match assez intéressant de la part de Tessman. En discrétion, mais assez intéressant. Moi je vais mettre 5,5. Beaucoup de ballons récupérés, pas hyper flamboyant, mais encore une fois il est positionné en numéro 6 avec un milieu devant lui qui a quand même pas été top. Tessman mid, ouais mais Tessman ok. Tessman ok pour moi. Tessman match ok. Voilà, 9 ballons récupérés, actif. Faut voir le naufrage du reste du milieu quand même. Hein. Bravo à Francis Tessman, oui, parce que le speaker l'a appelé Francis, puisque visiblement en Coupe de France, on n'est pas foutu de se renseigner sur les joueurs. Cacré. Bah, Cacré. Je suis désolé, mais on va devoir appliquer le théorème de Toko Ekambi. On va devoir appliquer le théorème Toko Ekambi. Il s'appelle vraiment Francis. Oui, c'est son premier prénom, hein, Francis. On va devoir appliquer le théorème de Toko Ekambi. Qu'est-ce qu'il y a dans le match de Cacré aujourd'hui? Rien. Il n'y a rien. Et encore même un... Je suis désolé, mais même 1, c'est généreux, quoi. C'est dur, en vrai. Mais en vrai, non, je suis désolé. Si c'est Toko Ekambi qui fait le match de Cacré, on met 0, donc je suis vraiment désolé. Tolisso, du coup, on va pas le noter, puisqu'il est sorti à la 25e minute. Nous reste donc Fofana. Fofana, qui a fait un match un peu timide, même, j'ai trouvé. Je trouvais que Fofana, il osait peu. Je sais pas pourquoi. Ouais... Match un peu timide de la part de Fofana. J'ai inversé les deux, mais c'est pas grave. À l'inverse, peut-être un peu fatigué, ouais, Fofana. Peut-être un peu fatigué, Fofana. La pause arrive au bon moment. Tu peux pas mettre 0. Bah, si je peux mettre 0, j'ai le droit. C'est mon débrief. Fofana, il aurait dû se balader. Ouais, c'est pour ça que je suis un peu déçu de la part de Fofana. Sorti sur blessure, Tolisso, ouais. Par contre, Benrahma, c'est un but, une passe D. Voilà.
Benrahma, c'est le seul qu'on a vu sur le terrain. Un but, une passe D, on va mettre 7. Voilà. Un match comme celui de Benrahma. Oui, il y a du déchet, tout n'est pas parfait, et c'est pas un match flamboyant de la part de l'OL. Mais un but, une passe D. Voilà. C'est tout ce que je demande à Benrahma. Moi, c'est pas grave s'il gâche, s'il stat. Bah, il stat. Donc 7. 7. Et on termine par la Casette, avant de noter Pierre Sage. Bon, bah, la Casette, c'était... Je sais même pas ce qu'il a fait dans le match. J'ai pas vu. Est-ce que vous avez vu la Casette? Moi, j'ai pas vu la Casette ce soir. Je pense qu'il n'a pas été aidé parce que très peu de ballons touchés. Mais oui, c'est pas le bon Lacazette ce soir. C'est le Lacazette qui râle. On l'a vu pourrir Cacré d'ailleurs. C'est pas le bon Lacazette qu'on a vu ce soir. Et encore une fois, il paye un petit peu la comparaison avec l'entrée de Mikotadze qui rentre et qui marque encore une fois. Donc attention à la hiérarchie sur 2025. Voilà. Et on va terminer par Pierre Sage. Pas un bon match de Pierre Sage en réalité, hein. Pas un bon match, hein. 2-1 contre une équipe de N2, en se faisant peur, en se faisant même franchement bouffer dans le jeu à certains moments. Pas bon. Même si on va rajouter 0.5 pour la superbe glissade en première mi-temps. Voilà, mais on n'est pas sur les notes du siècle, hein, de manière générale. Merci Rolgin pour le prime. Voilà, on a terminé ce débrief. Qui aura été plus rapide que d'habitude, mais c'est normal, hein, c'est un match de Coupe de France, on n'a pas grand chose à en dire. Faut noter Cherki. Je peux pas parce que l'outil ne fonctionne pas sur la Coupe de France. On peut quand même parler des entrants. L'entrée de Cherki fait du bien à l'équipe parce que l'équipe se rééquilibre à un moment où il rentre, mais c'est pas une bonne mi-temps de Cherki. Il a joué comme le Cherki qu'on n'aime pas trop. C'est-à-dire le Cherki prétentieux qui fait des sombreros et compagnie. Je n'ai pas aimé l'entrée de Cherki. C'est une entrée très neutre. Et Jordan Vertou, j'ai trouvé son entrée dégueulasse. Voilà, je vais vous le dire. Il a joué 70 minutes. J'ai pas vu un seul truc potable de la part de Jordan Vertou. C'était pas bon du tout. Pas bon du tout le match de Jordan Vertou. Et si je devais le noter, je mettrais 3. Donc Verretou, pardon. Il fallait hausser un peu le niveau. On avait eu quelques bons matchs de Verretou. On s'est dit, finalement, c'est pas yaourt nature. Bon, là, ce soir, c'est pas bon du tout. Hein. Et Cherki, je suis désolé encore une fois. Hein. Vous savez comment je suis avec Cherki, je suis exigeant. Je peux pas me satisfaire d'une entrée comme ça de la part de Cherki. Surtout que le match, il est pas plié. Même pas plié du tout. Tu mènes 1-0 contre une équipe qui te rentre bien dans la gueule. C'est pas bien. C'est pas ça qu'on attend de Cherki. Attention, Cherki était un peu en vacances dans la tête. Un peu en vacances. Verretou, même truc que Cacré. Ouais, alors faut pas abuser quand même. Cacré, il était père en perdition. Mais Verretou, je sais toujours pas quoi en penser au bout de 6 mois. Voilà, je sais toujours pas quoi en penser. Almada, c'est même pas ce que Verretou. Non, Almada plutôt profil Paqueta. Capable de jouer ailier, mais c'est pas vraiment son poste, mais c'est plutôt un meneur de jeu. Cherki pense à son départ. Je sais pas. Je pense pas qu'il partira cet hiver. Sauf offre intéressante. S'il y a Liverpool qui arrive, je pense qu'il part. Hein. Mais voilà, bon, c'est pas dramatique, mais c'était pas un bon match de Cherki. Voilà, ça arrive, il y en a de moins en moins. Mais effectivement, c'est ce que tu nous dis, OmniMind, les vacances vont faire du bien à certains joueurs. Je pense qu'Alexandre Lacazette, il a vraiment besoin de se reposer. Fofana, on se sent fatigué. Après, c'est normal, il a énormément donné. Il y a des joueurs qui ont besoin de se reposer, là, clairement. Donc ça tombe bien, il y a 2 semaines qui arrivent pour se reposer avant Montpellier. Moi aussi, je vais me reposer d'ailleurs. Bon, on se retrouvera l'an prochain de toute façon. Hein. Qui sera là, qui ne sera plus là, suspense, on verra bien. Voilà, on a terminé ce débrief qui aura duré 22 petites minutes, mais c'est normal, c'est un match de Coupe de France, il n'y a pas énormément de choses à dire. Merci à vous pour cette année. On continuera l'an prochain, comme d'hab, toute la saison. De toute façon, on continuera jusqu'au bout de cette saison ensemble. On verra s'il y a des vidéos à faire d'ici Montpellier sur tout ce qui est mercato et situation financière de l'OL. Si c'est le cas, je ferai au mieux pour les faire, parce que je ne serai pas toujours chez moi. On fera potentiellement, oui, un point DNCG mercato pendant la période de mercato. Si ce n'est pas le cas, je vous donne rendez-vous le 25 au soir pour le live Motus. Il sera minuit, il y aura peut-être un peu d'alcool dans le sang, mais c'est la tradition, soyez là. Et sinon, on se retrouvera pour le match contre Montpellier. Ce sera le 4 janvier à 21h et donc débrief à 23h comme d'habitude. Merci à vous. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, tout ça. Si vous êtes sur Twitch, vous pouvez le faire après. Et puis à l'année prochaine, écoutez, hein, pour ceux qui ne seront pas là pour le live Motus. Bisous, à plus.